Toujours plus d'actu sur BX1 +. Et on va parler enseignement maintenant, reparler enseignement dans cette émission et notamment des difficultés que l'enseignement à distance a pu occasionner pour des familles puisque ça a représenté un investissement, donc un surcoût notamment pour les équipements qui permettaient cet enseignement à distance. C'est en tout cas ce qu'affirme la Ligue des familles après une étude. On va en discuter maintenant avec Maxime Mikils, qui est le chargé d'études de la Ligue des familles, qui a planché sur le sujet et qui est l'invité de Sabine Riegelein. Bonjour Maxime Mikils. Vous Bonjour. êtes chargé d'études à la Ligue des familles. Vous avez réalisé récemment une étude sur l'enseignement numérique et ses effets sur les jeunes et sur les familles. Et en gros, si on peut synthétiser les grands enseignements de cette étude, on peut dire que finalement, le numérique a surtout posé beaucoup de difficultés aux familles. Oui, donc on voit aujourd'hui clairement que les réponses qui ont été trouvées dans le cadre de la crise sanitaire, donc qui étaient des réponses urgentes, où on a dû numériser urgemment en fait l'enseignement, puisque les écoles étaient tout simplement fermées, ou en tout cas qu'on passait à un système d'hybridation, ne sont pas des solutions qui sont tenables dans le futur et qu'il va falloir amener toute une série de réflexions qu'on détaille aussi dans notre étude pour permettre que le numérique soit réellement quelque chose de positif pour les jeunes et pour l'école et ne pas poser tous les problèmes qu'il a pu poser pendant la crise. Alors avant d'en venir au détail des résultats, peut-être un mot sur la méthodologie. Donc vous avez interrogé ou sondé plus ou moins 1500 familles, c'est juste? Oui, tout à fait. Peut-être un mot et donc sur un mois, mars-avril 2021, quel était le profil des familles que vous avez contactées? Donc c'est ça, on était sur la fin de la crise sanitaire, en fait, sur la période, une des dernières périodes d'hybridation avant la rentrée en total présentiel qu'on a pu connaître sur la fin mai. Le profil des familles était assez diversifié, donc on avait à la fois des familles de toute origine dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, Wallonne, de toutes les provinces, et alors un profil assez diversifié, représentatif en termes de revenus, puisqu'on avait environ 15% de familles qui étaient à bas revenus, 15% de familles à haut revenus et une grosse partie de familles dites de classe moyenne, en tout cas dans les catégories de l'étude. Alors, un des points qui ressort de votre étude, c'est qu'un élève sur deux, donc 50%, n'était pas correctement équipé pour cet enseignement à distance par le numérique, c'est-à-dire pas équipé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordinateur dans la famille, à la maison. Non, ça veut dire qu'en fait, pour suivre correctement l'enseignement à distance, il faut être capable d'être devant son ordinateur et de l'avoir à disposition au moment où le prof donne un cours à distance, donne un travail, demande de taper ou d'écrire quelque chose. Et donc, il faut un ordinateur personnel pour l'élève. Et c'est ça d'ailleurs que les solutions politiques qui sont venues au fur et à mesure de la crise ont visé, c'est de permettre à chaque élève d'avoir son ordinateur. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a pas mal d'élèves, environ 30-36%, qui devaient partager cet ordinateur avec un membre de leur famille ou avec leurs parents carrément, donc un frère, une sœur, un parent. Et donc, ça, c'est un petit problème parce que si le parent est en train de télétravailler et que l'enfant doit suivre en même temps un cours à distance, c'est tout simplement pas possible. Et donc, évidemment, ça crée des conflits dans les familles et que ça rendait un peu difficile la poursuite de l'enseignement à distance. Il y avait quand même 10% en général d'élèves qui qui suivaient l'enseignement à distance avec seulement un smartphone. Et cette proportion, elle est évidemment plus importante dans les familles populaires. Donc, il y a clairement un effet revenu aussi qui a joué sur l'équipement et la qualité de l'équipement des familles. Et alors, probablement, c'est le plus grave, c'est qu'on avait 4% d'élèves dans les répondants de notre étude qui ne pouvaient tout simplement pas suivre l'enseignement à distance parce qu'ils n'avaient aucun matériel. Et donc, ça, c'est clairement des élèves qui, dans toutes les périodes où ils étaient en hybridation, se retrouvaient déscolarisés dès qu'ils quittaient les portes de l'école. Et pourtant, les pouvoirs publics, certaines écoles, la Fédération Wallonie-Bruxelles ont beaucoup communiqué sur le fait qu'ils mettaient justement à disposition des équipements informatiques pour les élèves qui n'en disposeraient pas. Ça n'a pas été, finalement, ça ne s'est pas avéré efficace, cette politique-là? Oui, donc en fait, il y a eu plusieurs types d'aides qui ont été mises en place. Il y a d'abord l'aide qui a été mise en place dans un premier temps, en fait, par les CPAS, par les associations, des aides vraiment de première ligne et d'urgence. Elles ont assez bien bénéficié aux familles à bas revenus qui en avaient le plus besoin. On a vu aussi que pas mal d'employeurs dans des grandes entreprises de bureaux avaient du matériel informatique à donner à certaines familles. Et donc ça, c'est plutôt les familles à haut revenu qui en ont bénéficié de cette aide. Et puis sont venues, dans un deuxième temps, les aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles
nationale, donc de cette fameuse stratégie numérique mise en place, qui visait en fait à donner à la fois des subsides pour fournir gratuitement de l'équipement à des familles, mais aussi des subsides pour aider les familles à supporter le coût de cet ordinateur. Et donc, on parlait de 75 € sur le prix d'un ordinateur, ce qui reste certes assez faible, mais voilà, qui existait. Et donc, quand on analyse la répartition de ces aides, on voit qu'en fait, comme l'unité de répartition était l'école et pas la famille. Et donc, en fait, le système de répartition des aides était insensible à la situation concrète de la famille, de savoir si, en fait, elle avait vraiment ou pas besoin de cette aide. Ces aides ont plus bénéficié à des familles à haut revenu qu'à des familles à bas revenu, puisqu'en fait, il y a 17% de familles à bas revenu qui ont pu bénéficier de ces aides et elles sont 18% dans les familles à haut revenu à avoir pu en bénéficier. Donc, pas suffisamment ciblées, quoi, ces aides, c'est ça? Clairement pas assez ciblé. Donc, si l'enjeu était de dire, voilà, il y a des catégories de population pour lesquelles l'achat d'un ordinateur est difficile parce que elles ont un revenu qui est limité, un budget qui est déjà serré au quotidien et qui l'était particulièrement pendant la crise, puisqu'on sait que ce sont les familles les plus pauvres qui sont le plus appauvries pendant la crise sanitaire, eh bien, ces aides, elles manquent totalement leur objectif, puisqu'en allant distribuer des subsides à des familles qui ont des revenus de plus de 5 000 € par mois, puisque c'est ça le gradient dans notre étude pour être famille à haut revenu, 18% de ces aides sont parties là-bas, c'est un problème, quoi. Alors, donc pour 2 familles sur 3, ce qui est beaucoup, l'enseignement à distance a augmenté les difficultés. Oui, tout à fait. Donc, 2 familles sur 3, comme vous le dites, ont eu plus de difficultés. Les enfants ont eu plus de difficultés à apprendre via le numérique. Seulement pour un enfant sur 4, donc 25%, ils ont vraiment eu plus de facilité à apprendre. Alors, c'est vrai qu'il y avait des élèves qui, par exemple, étaient dans une situation de harcèlement ou de phobie scolaire, et donc le fait de pouvoir apprendre à la maison via un support informatique était plus confortable. Mais pour la grande majorité des élèves, c'était manifestement pas le cas. On a vu énormément de décrochage scolaire, de désocialisation des élèves pendant toute cette période. Et donc, on a vu aussi qu'il y a 40% des élèves qui rencontraient des problèmes techniques dans leur apprentissage au quotidien, et donc il y a en fait des problèmes, qui soient hardware ou software, qui se mettaient entre eux et leur apprentissage, et donc qui évidemment compliquent aussi les choses pour ces familles-là. Vous parlez aussi du coût pour les familles que ça représentait de s'équiper, 300 € pour 3/4 des familles, ce qui n'est pas rien. Quelles sont les recommandations que vous faites, vous, dans l'hypothèse où l'enseignement numérique se poursuivrait à l'avenir? Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement pérenniser les choses qui ont été mises en place durant la crise sanitaire. C'est des réponses dans l'urgence, mais on voit que c'est des réponses aussi imparfaites. Donc, pour avancer dans la direction numérique, il faut 4 réflexions pour nous. La première, elle doit être pédagogique sur la place qu'on donne au numérique à l'école. La deuxième, elle doit être en termes d'accessibilité et de gratuité de ce matériel, puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est engagée à avancer sur les gratuités scolaires. Ici, on a largement reculé de cet objectif pour le numérique dans le cadre de la crise. Maintenant qu'on est sorti de la crise, il faut reprendre ce chemin. Il faut une réflexion en termes de déconnexion des élèves, de droit à la déconnexion. Énormément d'élèves ont été dans des phénomènes d'hyperconnectivité suite à la crise sanitaire, et donc il faut sortir de ça également. Et il faut une réflexion en termes d'aide technique pour que les problèmes techniques ne se mettent plus en travers de l'apprentissage des élèves. Merci Maxime Michels pour toutes ces précisions. L'étude est accessible d'ailleurs sur votre site. Je rappelle que vous êtes chargé d'études à la Ligue des familles. Bonne journée. Maxime Michels avec Sabine Ringelheim. Dans un instant, on va vous proposer de découvrir la musique du Baz Trio. On sera avec Basile Raola, qui est le contrebassiste de ce trio jazz. Vous savez que c'est une journée d'assouplissement. Dans les assouplissements, il y a le retour des concerts. Le Baz Trio présentera cet album. Ce sera samedi à la Jazz Station. On en parle juste après la pub. BX1 +. BX1 +. Moons Vakandel, pour professionnels et particuliers. Un énorme showroom pour vous inspirer et une équipe de professionnels pour vous conseiller. Vous y trouverez tout pour la construction ou la rénovation de votre maison. Le spécialiste du bois sur mesure. Livraison gratuite dès 250 €. Moons Vakandel, chaussée de Louvain 658 à Zaventem. Est-il possible de se réincarner ? Une voiture peut-elle devenir une icône du design et le rester en devenant 100% électrique? Et vous, croyez-vous en la réincarnation ? Nouvelle Fiat 500, désormais 100% électrique. Venez la découvrir dès maintenant chez votre distributeur Fiat.
Motor Village. L'Athénée Royal de Bruxelles 2 est une école secondaire multiculturelle qui assure un enseignement de qualité réparti dans les filières générales, techniques et professionnelles, offrant à chaque élève des valeurs de neutralité et de respect. Nos locaux sont équipés de matériel de pointe dans lesquels nos élèves reçoivent une formation spécifique. Une école des devoirs est organisée pour les élèves du degré commun et différencié. Des voyages Erasmus familiarisent nos élèves aux pays étrangers dans lesquels ils réalisent leur stage. La mission de notre établissement est d'aider chaque jeune à trouver sa place dans une société en constante évolution. Depuis plus de 45 ans à Jette, la boucherie Cortose, c'est une histoire de famille, garantissant le meilleur dans votre assiette. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. Vous apprécierez la qualité exceptionnelle de nos produits. À côté de la place du Miroir, la boucherie Cortose, toujours mieux vous servir. EFP, formateur de talent. BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Et dans la page culture, aujourd'hui, on va vous proposer de retourner, donc écouter de la musique, puisque ce sera possible théoriquement à partir de ce soir, en tout cas dans un certain nombre d'endroits, à partir de ce week-end. On va vous proposer de découvrir la musique du Bass Trio. C'est un trio qui est composé de Basile Raola à la contrebasse, il y a Wajdi Riani au piano et il y a Oscar Georges à la batterie. C'est Basile Raola qui représente ses camarades, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc concert pour vous, le premier, ce sera samedi à la Jazz Station. La Jazz Station, elle va ouvrir vendredi. Il y aura un premier concert, Véronica Arska. Vous serez le second, c'est samedi à 18h. Ça fait du bien de retrouver le public ? Ah ben oui, ça nous a manqué pendant toute cette période de confinement. On a eu la chance d'avoir quand même pas mal de lieux mis à disposition, notamment la Jazz Station pour faire des résidences, travailler sur le répertoire et pouvoir peaufiner un peu tout ça. Et comme on devait faire la sortie en octobre, on était bien préparé pour ça, mais bon, on s'est pas démoralisé, puis on est... Voilà, donc c'est un concert qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, à l'automne, oui. et qui se retrouve cette fois-ci au printemps. Ça accompagne la sortie d'un premier album. C'est un projet qui voit le jour à Bruxelles, mais qui paradoxalement ne compte pas de Bruxellois, ou en tout cas pas de Bruxellois d'origine dans ses rangs, parce que vous êtes français de la région de Nîmes, le batteur est également français de la région de Lyon, et le pianiste, il est tunisien. Comment ça s'est passé cette rencontre, et comment ça se fait que vous vous retrouvez à Bruxelles ? Alors, moi j'ai rencontré Wajdi, le pianiste, lors d'une tournée en Tunisie que je faisais avec une chanteuse qui s'appelle Lena Chamamian. Wajdi est venu jouer sur un concert avec nous et il m'a dit qu'il aimait beaucoup le jazz, qu'il était en train de faire le concours d'entrée au conservatoire de Bruxelles. Donc je lui ai dit, à Bruxelles, j'ai un super ami, Oscar Georges, tu dois le rencontrer. Et donc ils se sont rencontrés à Bruxelles et moi j'habitais à Barcelone les 3 dernières années, donc je me suis dit, c'est quand même dommage d'être si loin d'eux, donc je vais organiser des concerts en France. On va se rejoindre au milieu entre Barcelone et Bruxelles, et puis de là a commencé le trio, et on a commencé les concerts à Lyon. Alors on va écouter un extrait de ce premier album. C'est un morceau qui s'appelle Tawa. On l'écoute quelques secondes et puis on en parle dans un instant. Voilà, quelques secondes de Ta, c'est un extrait donc de L'Homme Bleu Bass Trio. Ta, ça veut dire maintenant, c'est ça, si j'ai bien compris, en tunisien. En tunisien. Et L'Homme Bleu, c'est quoi ? C'est une référence aux Touaregs ? Exactement, c'est un petit clin d'œil que j'ai voulu faire aux Hommes Bleus du désert, qui sont les Touaregs, qui m'ont beaucoup inspiré ces dernières années, que j'ai eu la chance d'aller voir il y a un peu plus de 10 ans.
Voilà, je voulais lier un petit peu la liberté de mouvement et d'espace qu'il y a dans leur culture à la musique qu'on fait avec le Bass Trio. Alors c'est une musique qui est quand même très justement influencée par la culture orientale. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, plutôt, de par Wajdi en fait, qui a beaucoup étudié la musique traditionnelle de la Tunisie. Donc dans son jeu de piano, il y a quand même pas mal de couleurs qui rappellent cette musique. Ouais, c'est quelque chose qui vous inspire. Il y a des compositions à vous, il y a des morceaux traditionnels aussi sur l'album, ça se mélange. Tout à fait. La plupart des morceaux sont des compositions personnelles, à part la Mabada, qui est un morceau traditionnel arabo-andalou qui est très très vieux, qui est chanté dans tout le monde arabe, et Claudio, qui est une composition du batteur Oscar Georges. Ouais. Moi, quand j'ai écouté votre album, je me suis dit, ça me fait penser un petit peu à Esbjörn Svensson, le EST, donc Esbjörn Svensson Trio. J'ai retrouvé dans le caractère oriental un petit peu d'Avishai Cohen et surtout son pianiste Shai Maestro. Est-ce que ce sont des références que vous pouvez assumer, ça? Oui, tout à fait. Avishai Cohen, c'est un musicien que j'ai beaucoup écouté quand j'ai commencé. Comme vous. Oui, j'ai beaucoup écouté ça. Est-ce que vous chantez comme lui? Non, je ne chante pas. Le pianiste, en revanche, chante. Oui. Non, j'ai beaucoup écouté Avishai Cohen, mais je m'en suis beaucoup détaché et je pense que c'est quand même ancré en moi, c'est un peu inconscient. Mais Shai Maestro, c'est une des inspirations principales de Wajdi, en effet, au piano. Alors, on va écouter justement un deuxième extrait où on va justement pouvoir entendre ce côté un petit peu oriental du pianiste avec quand on tourne un petit peu les arabesques, quand on tourne autour d'une note. Donc Lamabada Yatasana, si je l'ai bien prononcé, en tout cas j'ai essayé. Autre extrait donc de cet album du Bass Trio, Basil Raola. On a dit donc les influences, la musique orientale. Il y a un petit peu de Bach aussi dans ce morceau. Le jazz, c'est la musique des mariages, des influences. La musique des mariages, le jazz. Ouais. La musique du mariage, les influences. Ah, oui, tout à fait. On essaye de. C'est vrai qu'on a tous une formation de jazz un peu plus traditionnelle. Et on essaye toujours de mélanger ça avec d'autres esthétiques qu'on aime bien, notamment la musique orientale de par Wajdi. L'album sort, il est sorti, donc il est disponible en physique ici. On le trouve en téléchargement? On le trouve sur toutes les plateformes d'écoute. En téléchargement, non, mais il est disponible chez tous les bons disquaires. Ouais, et c'est Fresh Sound qui est la maison d'édition dans la catégorie New Talent. Donc c'est un premier album, c'est le début d'une carrière. Paradoxe, donc vous êtes à Bruxelles, alors qu'aucun des Bruxellois. Est-ce que vous allez rester à Bruxelles? Ou est-ce que ça va dépendre de l'accueil que le public bruxellois va vous faire samedi? Mais pour l'instant, je suis très bien à Bruxelles et je compte bien y rester encore quelques années pour développer encore de nouveaux projets là qui sont en train de se monter. Ça veut dire qu'on va vous voir dans d'autres groupes que ce groupe-là? Oui. Il y a plein de choses là de prévues. Voilà. Donc le premier rendez-vous, c'est samedi. C'est donc la Jazz Station, c'est à Saint-Josse. Il y a la possibilité de trouver cet album chez les bons disquaires et donc sur un certain nombre de plateformes. Je vais vous laisser le mot de la fin, Basil Raola, parce qu'on va écouter un dernier morceau. Ça s'appelle Zamahenar, si je le prononce toujours à peu près correctement. Je voudrais que vous nous fassiez une petite introduction, qu'on comprenne les quelques secondes qu'on va entendre dans un instant. C'est pas le même enregistrement vidéo d'ailleurs, c'est pas la même époque? Non, alors c'est un morceau qu'on a enregistré pendant le confinement chez une amie qui avait un piano dans son salon. On a décidé d'en faire une petite vidéo et ça a été très spontané en fait. C'est Wajdi qui était au piano en train de chercher des mélodies de musique traditionnelle et il avait écouté récemment ce morceau qui est un vieux morceau traditionnel tunisien et puis il a décidé de rapidement faire un arrangement et on a décidé
faisons une vidéo avec ce morceau. Merci Basile Raola, et donc rendez-vous samedi. Avec plaisir. Ah, et le morceau, il faut qu'il parte évidemment ce morceau, il a l'air de pas partir, il arrive, le voilà.